Il est né le 28 janvier 1955 à Paris. Avocat de formation, il débute sa carrière en politique très jeune. En 1983, il devient maire de Neuilly-sur-Seine, fonction qu'il occupera pendant près de 20 ans. En 1988, il est élu député des Hauts-de-Seine et c'est alors que sa carrière nationale prend un véritable envol, marqué par son parcours impressionnant. Il occupera les postes de ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, puis de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. En 2007, il sera élu président de la République française. Son influence et son engagement continuent d'inspirer de nombreux leaders et dirigeants d'entreprises à travers le monde. Et c'est avec un immense honneur que je vous demande d'accueillir chaleureusement notre invité exceptionnel, Monsieur le Président Nicolas Sarkozy. Monsieur le Président. Bonjour à tous. Bonjour. Je vous propose que nous nous installions dans ces fauteuils clubs plutôt sympathiques. Quel plaisir de vous recevoir à Bordeaux, comme je vous le disais à votre arrivée. Pour nous, c'est un moment important. C'est vrai que le lancement du club date de plus de 5 ans et imaginer ce moment des sections avec vous aujourd'hui est vraiment une chance que nous mesurons tous. Alors, je voudrais qu'on démarre on va passer à peu près 55 minutes ensemble. Première question qui me vient à l'esprit. Est-ce que depuis tout petit, vous vouliez rentrer en politique et devenir président ? C'est-à-dire que je suis né dans une famille, j'ai été élevé par ma mère, où personne ne nous connaissait. Même dans notre immeuble, on ne savait pas qui on était. Et j'ai compris assez rapidement que j'étais né sur une toute petite rivière, avec une petite canne à pêche, pour pêcher des tout petits poissons. Et je me suis dit, il faut vraiment que je m'en sorte là. Sinon, ça va être long. Donc, je ne rêvais pas d'être président de la République. Je rêvais d'avoir un destin, d'avoir une vie en grand. Et surtout, la seule chose qui me faisait peur, c'était de m'ennuyer. Et tout de suite, je me suis demandé, mais comment on peut faire pour sortir du cadre que je trouvais, moi j'adorais ma mère, mais qui était tellement petit, tellement contraint. La première réunion politique auquel j'ai participé en 1974, ils ne m'ont même pas laissé entrer dans la salle. Il n'y avait plus de place. C'est vous dire que j'avais aucune relation, je ne connaissais même pas le gardien du parking. Et bon, assez rapidement, j'ai compris que si on voulait réussir quelque chose, il fallait d'abord compter sur soi. Et que c'était très dangereux d'écouter les gens qui vous aimaient. Parce que les gens qui vous aiment, ils veulent vous protéger. Donc pour eux, vous allez toujours trop vite, trop loin, prenez trop de risques. C'est le problème qu'on a avec les enfants. On veut toujours les protéger. Mais en les protégeant, on ne leur rend pas forcément service. Et à chaque fois que j'ai passé un grand, ma mère était terrorisée. Ah, maintenant, tu es content, Nicolas? Content de quoi? Mais tu vois. Je vois quoi? Mais tu es arrivé. Je dis, on n'est même pas monté dans le train. Bon, et seulement quand je suis rentré à l'Élysée, là, elle m'a dit, cette fois-ci, t'es tranquille? Non, je vais être président de l'Europe, et puis je vais être président du G20. Et voilà, donc, j'avais une force en moi
qui est peut-être la chose la plus importante dans la vie. Il vaut mieux naître dans une 2 chevaux d'occasion avec le réservoir plein que dans une Ferrari flambant neuve avec le réservoir vide. C'est l'énergie qui est à la base de tout. C'est la force qui est à la base de tout. Tout le reste, c'est de la blague. J'en connais des gens talentueux, beaucoup plus de talent que moi, qui sont restés sur le quai de la gare, à se regarder. Et donc oui, ça m'a pris tôt quand même. Doit-on, justement par rapport à cela, est-ce qu'il y a une limite à l'ambition? Non. Bon, vous savez, je pense que la vie, et ses surprises, bonnes ou mauvaises, s'occupera de rogner vos ambitions et celles de vos enfants. Ne les rognez pas vous-même. Il faut rêver en grand, pas en petit. Mais la seule chose qui compte, c'est d'être prêt à payer le prix de ses ambitions. Si vous avez de grandes ambitions, il faut payer fort. Si vous n'en avez pas, vous payez moins fort. Mais personne n'a le droit de vous limiter théoriquement vos rêves. Vous savez, les mêmes qui vous disent « c'est trop tôt », seront les premiers qui vous diront « c'est trop tard ». Non, il faut tout casser. Il faut aller au bout, et après, la vie vous donnera le résultat. Mais quand on s'engage, quand on travaille, on n'a pas tout, mais on a beaucoup. Et au fond, la vie, c'est rêver quand on est jeune et passer sa vie d'adulte à réaliser les rêves de jeune. Parce que si on continue à rêver, alors on aura du mal à les réaliser. Et tout est possible. Et je suis la preuve vivante que tout est possible. Je n'ai pas fait l'ENA, je connaissais personne, et j'y suis arrivé. Et ça, c'est vraiment une question de détermination. On voit que... Alors, merci. Mais, pardon, vous êtes vraiment gentil, mais pour monter vos entreprises, c'est exactement la même chose. Tout le monde rêve d'avoir sa boîte, de monter son entreprise, de progresser. Tout le monde croit le vouloir, mais il y a ceux qui le veulent vraiment. Et ceux qui le veulent vraiment, personne ne peut les arrêter. Et la difficulté de la vie, c'est qu'on confond souvent velléité et volonté. Et ça, c'est un grand problème. J'ai écrit des livres et parfois dans les dîners, j'ai rencontré quelqu'un qui me dit « Ah, vous savez, si j'avais le temps, je ferais comme vous un livre. » Imbécile. Il croit que c'est une question de temps. C'est comme, on me dit, moi j'ai pas le temps de faire du sport. Ça n'existe pas, ça. Si faire du sport c'est une priorité, vous faites du sport, point. Tout est une question de volonté. Et on habille la velléité derrière des prétextes. Mais face aux gens déterminés, il n'y a pas un mur qui empêche de réussir. C'est nous qui fixons nos propres frontières. Il y a 2 champions olympiques ici, ils savent parfaitement de quoi je parle. Il y a des chefs d'entreprise ici, c'est la même chose. C'est toujours la même chose. La force de celui qui construit est plus grande que l'immensité du nombre de ceux qui veulent empêcher de construire. Bon, si vous voulez que je sois plus clair, la démocratie française, c'est un truc bizarre maintenant. Tout le monde peut dire non, personne ne peut dire oui. C'est effectivement tout à fait ça, malheureusement. Monsieur le Président, quand on vous voit sous la photo, alors c'était pas tout à fait la même coupe de cheveux d'ailleurs, on reconnaît à l'époque, vous saviez déjà, parce que vous êtes
quelqu'un de sportif, vous l'avez toujours été. Donc vous auriez pu vous avez été avocat, vous auriez pu être un très très grand avocat. Qu'est-ce qui vous a guidé vers la politique, dont on sait que les coups, on en prend quand même beaucoup? Vous savez, quand je suis arrivé à la Maison-Blanche, non, enfin, j'ai connu plusieurs présidents américains, mais la première fois j'étais avec W. Bush, et la seconde avec Obama. Et Obama avait cette photo. Et il m'a dit, tu peux m'expliquer où est-ce que tu avais acheté ce jean? Pourquoi la politique? Vous savez, c'est difficile de dire pourquoi. Pourquoi vous aimez votre femme? Pourquoi vous aimez votre mari? Pourquoi vous aimez la glace café? Ça n'a aucune importance le pourquoi. La seule chose qui compte, c'est le fait. Je pourrais vous expliquer de 1 million de façons pourquoi j'ai aimé faire la politique. Le million sera vrai. Mais le pourquoi ne compte pas par rapport au fait que j'ai fait de la politique. Et ça, c'est très important dans la vie. Quand vous vous retournez, les seules choses qui comptent, c'est ce que vous avez fait, pas ce que vous auriez aimé faire. Y compris dans la vie privée. Moi, j'ai un bilan énorme. Je confirme. C'est la même chose. Et donc, c'est plutôt la politique qui m'a choisi que moi qui ai choisi la politique. Moi, j'aime les gens, j'aime le contact, j'aime échanger, j'aime entraîner. Et sans doute que j'ai pensé à l'époque que c'était le seul endroit où on pouvait avoir une vie épique. Moi, j'aime Bonaparte au Pont d'Arcole. Parfois, on me dit, ça vous manque la politique? Non. Pourquoi? Parce que c'est plus de la politique. On doit commencer par expliquer pourquoi on a un vélo qui a 18 ans d'âge, quelles sont ses orientations sexuelles. Les vedettes, c'est devenu les journalistes. Moi, je n'ai pas fait de la politique pour ça. J'ai fait de la politique pour aller vite, loin, pour entraîner une armée, vous voyez, pour qu'on rêve ensemble. Parce que j'aime mon pays et que j'avais une immense ambition pour lui. Je crois que la chose la plus bête qu'on ait dit sur la politique, c'est le président normal. Parce que, franchement, si vous voulez un boulot normal, ne faites pas président de la République. Si vous voulez mettre un casque sur une moto pour qu'on ne vous reconnaisse pas, faites sous-chef de service à la sécurité sociale. C'est adapté. Parce que pour moi, la politique, c'est en grand. Vous comprenez ce que je veux dire? On dit la proximité. Oui, bien sûr, la proximité, moi, je ne me sens pas différent de vous. J'aime les mêmes choses. Mais quand on est un leader, un chef, on entraîne. L'une des premières réunions où j'ai participé, c'était à Saint-Étienne. À l'époque, le secrétaire général du mouvement gaulliste, c'était Alexandre Sanguinetti. Et le mouvement gaulliste venait d'être battu terriblement parce que Chaban avait fait 14%. Et Sanguinetti, qui était un grand orateur, qui avait perdu une jambe à la guerre d'ailleurs, dit au public, clairsemé, comme toujours dans les épreuves, le mouvement gaulliste, le chef du mouvement gaulliste se tourne vers le peuple pour l'écouter. Et là, il y a un grand type qui se lève dans la salle et qui dit « Oh malin, si on t'a mis où tu es sur la tribune, c'est pas pour qu'on fasse le boulot à ta place. Moi, je pense qu'un chef, un leader, il se met à la tête des troupes et il fonce.
Et il construit. Et il bâtit, comme un chef d'entreprise. Et c'est d'ailleurs toute la difficulté du leadership, c'est que le leader doit avoir raison avant les autres. Il doit accepter la solitude d'avoir raison avant les autres. Parce que si vous attendez que tout le monde ait la même idée que vous, votre entreprise, elle est foutue. Parce que la bonne décision, c'est la décision qui est prise au bon moment, pas en retard. Et le consensus, c'est la pire des escroqueries. Parce que si vous attendez le consensus pour prendre une décision, c'est trop tard. Et si tout le monde est d'accord avec ce que vous proposez, c'est suspect. Et si d'ailleurs vous avez que des amis et pas d'ennemis, c'est que vous n'avez pas d'amis. Bon, je pourrais continuer comme ça. On a vu quelques dates défiler, 83, l'arrivée à la mairie de Neuilly, 2002, pardon, excusez-moi, j'en perds mon latin, merci beaucoup, c'est 2002, le Premier ministère. Et enfin... Non, c'est pas 2002. Le Premier ministère, c'est 1993. Ah, effectivement, j'ai mal revu mes fiches, Non, toutes mes excuses. non, mais c'est pas aussi curieux que ça puisse paraître. J'ai été ministre de Mitterrand. Ah oui, tout à fait, durant la cohabitation. Avec la cohabitation et avec Balladur, j'étais ministre du budget. Exact. À cette époque-là. Et ça m'a beaucoup appris, d'ailleurs. 2002, je suis le ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac. Exact. Et pour le coup, le 16 mai 2007, vous êtes élu président de la République française. Cet instant-là, il est 20... D'ailleurs, est-ce que c'est à 20h que vous apprenez, ou vous devez connaître déjà les résultats un peu plus tôt? Il y a une belle estimation. À quelle heure vous les connaissez, ces résultats? Bon. Moi, je suis optimiste. Donc, à 16 ans et demi, j'avais déjà dans la tête le résultat. Bon. Mais bon, franchement, excusez-moi de dire ça, mais entre la prétention et la jalousie, j'ai dû aller du côté des prétentieux, parce que je ne suis pas jaloux. Bon. Mais le 14 janvier 2007, je suis passé en tête dans les sondages. Et l'aimable Ségolène Royal ne m'a jamais rattrapé. Et donc, bon, pour dire la vérité, j'avais peu de doutes. Après, j'ai eu des surprises. Quand j'ai été élu, il y a eu 84% de votants. 84%. Et je fais 53,5, 33 au premier tour. Et le premier qui m'appelle, c'est W. Bush. Voilà. Mais bon, j'aurais été surpris d'être battu, pour dire la vérité. Et alors, pour le coup, qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'il y a à la fois une immense fierté et en même temps en se disant, bon, là, pour le coup, maintenant, on y est, les enjeux? Non, moi, j'ai ressenti un immense soulagement. Depuis mon plus jeune âge, j'avais comme une enclume en moi cette volonté de réussir absolument ça. C'était très lourd à porter. Et je ne sais pas d'où ça venait. Et là, je me suis dit, c'est fait. Est-ce qu'il y avait de la joie? Non. Parce que, à la minute où vous devenez président, ce qui tombe sur vos épaules fait que il n'y a pas le temps pour la joie. Ça s'enchaîne tellement vite. Et par ailleurs, je me souviens beaucoup plus des moments de défaite que des moments de succès. J'ai descendu les Champs-Élysées 15 jours après, il y avait peut-être 800 000 personnes. Il faisait beau. Et les gens étaient tous enthousiastes. Je m'en souviens assez peu. En revanche, la soirée de 2012, je me souviens de chaque seconde. Et vous savez, parce que l'échec vous apprend, le succès vous apprend rien.
Et c'est très difficile de comprendre ça, c'est que dans l'échec, les gens vous regardent vous. Dans le succès, les gens regardent la lumière, la chaleur, le soleil, pas vous. Et c'est pour ça qu'il faut accepter l'idée que le succès est aussi injuste que l'échec. Et que le succès, c'est un couple avec l'échec. Comme la vie fait couple avec la mort. Il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. C'est les deux. Et le plus grand frein au succès, c'est de ne pas accepter l'échec. Et peut-être la chose la plus importante de dire à ses enfants, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Tout le monde sait gagner. Peu savent perdre. Et la force, elle est dans la capacité à savoir perdre, à l'accepter et à rebondir. Bon, moi j'ai eu des relations compliquées avec Chirac. Je l'ai adoré. Vraiment, on s'est battu fort. Hein. Je parle pas de Chirac malade, hein. Je parle de Chirac, l'acteur, là, en forme. Quand j'arrive à l'Élysée, Chirac est un peu perdu. Je vois bien que c'est la fin pour lui, qu'il est triste. Je le ramène à sa voiture. Je prends un long moment dans la passation. Et je vais même vous dire quelque chose. J'ai connu Chirac, j'avais 18 ans. Je l'ai vu des milliers de fois. Il m'a demandé des centaines de fois de le tutoyer. Je ne l'ai jamais tutoyé. J'arrive à l'Élysée pour prendre sa place. En bas de l'escalier qui monte au bureau du président, j'ai dit, tu te souviens, Jacques? Il me dit, ah, enfin tu me tutoies. J'ai dit, écoute-moi, je m'étais juré que je te tutoierais le jour où je serais ton égal. Pas avant. Et je lui ai dit, tu te souviens, juillet 1975, on est en 2007. Il me dit, tu penses que je m'en souviens? C'est la première fois que j'ai rencontré. J'ai dit, tu vois, Jacques, on s'est battu, mais moi je peux te dire une chose. Sans toi, je ne serais pas là. Et ça, je ne l'ai jamais oublié. J'ai raccompagné à sa voiture, et personne ne le sait, mais dès le lendemain, je l'ai appelé pour le voir. Alors comparons. Quand le président normal vient me succéder, bon, j'ai pas besoin de poursuivre, mais j'ai rien oublié. Parce que savoir perdre, lever la tête dans la défaite, serrer les poings, repartir, c'est ça la vie. Et c'est ça la force. Tout le reste, c'est rien. Et ça, je l'ai profondément moi. Et je vous le dis, on parle des succès que j'ai eus, mais j'ai beaucoup perdu. Mais jamais j'ai baissé la tête. Et toujours je suis reparti. Et la force, elle est là. Et c'est pareil pour un chef d'entreprise. C'est pareil pour quelqu'un qui a un projet dans sa vie. La vie, la mort. Succès, échec. Ça, c'est important à comprendre. Bon. Alors, il est vrai que quand je suis rentré chez moi en 2012, il y avait Carla à la maison. C'est pas tout à fait la même chose. Non, je compare pas, hein, personne. Je compare d'autant moins que j'ai toujours beaucoup aimé Bernadette Chirac, comme chacun le sait. Vous savez, à propos de Bernadette, en 2005, son mari interdit à Bernadette de me voir. Ah oui.
Je suis ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Bernadette ne le voyait plus. Pendant 1 an, on s'est vu en cachette. Elle avait pris un appartement à Versailles et j'allais prendre le thé avec elle. Bon, ne vous faites aucune idée, et absolument. Mais c'est pour vous dire combien j'aime cette femme et combien j'ai aimé Bernadette Chirac. Et je crois pouvoir dire que la réciproque est vraie. On l'a vu effectivement vous accompagner autour des événements et des différents meetings. Vous savez, quand leur fille Laurence est morte, j'étais plus président, Bernadette m'a téléphoné. Avant que Jacques n'apprenne la mort de sa fille. Elle pleurait au téléphone, elle m'a demandé de venir. Laurence était allongée sur son lit, pas du tout dans ça. Donc vous voyez, mes relations avec la famille Chirac sont complexes. Mais dans la vie, il faut accepter la complexité. Vous savez, c'est cette chanson d'Aznavour extraordinaire. Et ses premiers mots de haine parlent d'un couple qui se déchire, qui sont les derniers mots d'amour. C'est complexe. C'est pas binaire. C'est pas simpliste. Et il faut aimer et accepter cette complexité que chacun d'entre vous, dans sa propre vie, a pu expérimenter. Ma vie est la même que la vôtre. Ça commence pareil, ça finit pareil. C'est vrai qu'il y a 10 ans, effectivement, on connaissait le nom des ministres un peu plus rapidement qu'aujourd'hui. Ça veut dire que quand vous êtes élu, vous avez déjà un schéma, vous avez déjà des stratégies qui sont élaborées, des noms? Oui, c'est une différence que j'ai avec le président Macron, que je connais, avec qui je parle. Moi, je réfléchis tout le temps. Je me prépare. Non, je ne dis pas qu'il ne réfléchit pas. Non, mais... Je veux dire, la grande différence qu'on a, sans doute, c'est que moi, je pense que la séduction est la conséquence de la conviction. Elle ne doit pas en être le préalable. Bon, pour faire plus clair, je veux davantage convaincre que séduire. Et ça induit beaucoup de choses derrière. Parce que si vous voulez séduire tout le monde, vous séduisez personne. Et souvent, on a dit que j'étais conflictuel. Ah oui, c'est tellement facile. Non, je ne suis pas de gauche. J'ai jamais été de gauche. Même jeune, je croyais qu'ils étaient snobs. Déjà, ça, c'est conflictuel. Bon. Et je préfère convaincre, quitte à ce que certaines personnes soient en opposition, parce que je m'inscris en faux sur l'idée que la démocratie, c'est l'unanimité. La démocratie, c'est une majorité en opposition. Et il faut l'accepter. C'est Churchill qui disait, si vous voulez être aimé, élevez un chien. Faites pas de politique. On est aimé quand on fait de la politique. On ne peut pas être aimé de tout le monde. Et ça, c'est très important de se le mettre dans la tête. Comme vous, les chefs d'entreprise, vous avez des concurrents. Vous avez des adversaires. Vous avez des oppositions. Il faut l'accepter. Parce que, à chercher l'unanimisme, on perd l'identité. Et la France a besoin d'être l'idée, au sens de leader, qui est un objectif, et qu'on mette les moyens pour atteindre cet objectif. Il y a trop de brouillard. Il faut être clair. Alors, parfois, j'ai été trop clair, mais il faut être clair. Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Si tu veux rien, fais pas président de la République.
Il y a d'autres métiers pour ça. On vous a vu régulièrement, effectivement, vous parliez du président Emmanuel Macron, alors sans savoir effectivement les échanges que vous avez eus, j'imagine, mais vous pensez que c'est une démarche liée à votre expérience? Ses objectifs par rapport à... Parce que vous faites partie des personnes qu'il vous rencontre assez régulièrement. Non, on échange assez régulièrement, beaucoup cet été. Mais pour moi, ce n'est pas la question d'aimer Emmanuel Macron ou pas. C'est le président de la France. Mon devoir d'ancien président de la République, c'est d'aider celui à qui vous avez confié des responsabilités. Même si je ne suis pas d'accord avec son bilan, même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'il est, il me demande, je l'aide. Je ne l'avais jamais rencontré avant juillet 2017. J'ai raconté une anecdote. Il me téléphone. Ah, président, je le félicite. Je voulais savoir, est-ce que ça vous gêne de venir dîner à l'Élysée? Me gêner? Pourquoi? Je ne suis pas Giscard. Ça ne m'appartient pas. Je reviens à l'Élysée quand vous voulez. Donc on arrive avec Carla à l'Élysée, c'était très sympa. Moi, je tourne les pages. Je savais bien que ça ne durerait pas toute ma vie. Et là, je fais la connaissance du président et de sa femme, qui me dit, Président Sarkozy, j'ai toujours voté pour vous. Ah, la femme de goût. Je dis, à la différence de votre mari, hein. Et donc, à partir de là, on a commencé à parler. J'ai des tas de désaccords. Moi, je n'aurais pas fait la dissolution, des tas de choses. Mais qu'est-ce qu'on veut? Ajouter des crises à la crise? Il n'y a pas assez de problèmes en France? Il faut que j'en fasse d'autres? Donc, quand il me demande mon avis, je lui donne mon avis. Après, il suit ou il ne suit pas, c'est tout à fait autre chose. C'est une autre histoire. Et je me permets, mais quand vous faites le constat, de par votre expérience aujourd'hui, de l'hémicycle, etc., la difficulté, quel est votre sentiment? Ben, le même que vous, hein. D'accord, c'est donc très clair. C'est très clair que c'est absolument pas clair. Alors, durant votre mandature, monsieur Alors le Président. après, moi je trouve qu'il a très bien fait de choisir M. Barnier, que je connais très bien, qui est un de mes ministres, que j'ai nommé comme commissaire européen. Et je ne veux pas faire de politique, là, mais chaque fois qu'on me demandera si je peux aider, je le ferai. Parce que je rendrai jusqu'à mon dernier souffle à la France et aux Français ce qu'ils m'ont donné. Donc c'est clair, c'est simple et c'est net. Bon. Alors, si M. Hollande m'avait demandé mon avis, je lui aurais donné. Mais rassurez-vous, il ne me l'a pas demandé. On a vu le résultat. Qu'est-ce qui a été le plus dur à gérer, monsieur le Président, durant votre mandature? Bon, là, je pense qu'aucun parmi vous ne s'est rendu compte en 2008 du précipice qu'on a tutoyé. Ça s'est joué à 1 centimètre. Un dimanche, Gordon Brown, qui est Premier ministre britannique, me téléphone et me dit, tu sais, je nationalise toutes les banques anglaises lundi. Je dis, mais tu es fou. Il me dit, écoute, depuis ce matin, il y a la queue aux banques pour retirer les dépôts. On va sauter si je ne fais pas ça. Alors vous savez que quand vous mettez 100 sur votre compte en banque, à la minute où vous le mettez, il ne reste plus que 10. Car il y a 90 qui sont prêtés à des autres. Donc si au même moment, tous,
on va retirer l'argent qu'on a à la banque, c'est la banqueroute. Et donc, je réfléchis à ce qu'on doit faire. Je décide d'aller à Toulon, pour ce qui est resté le fameux discours de Toulon, et je décide que je dirai aux Français que je garantirai, au nom de l'État français, 100% de vos économies. Pas 99, 100. Et là, il y a une mobilisation de l'appareil profond de l'État contre moi, mais vous n'y pensez pas. Il faut caper, comme toujours en France. Hein. On cape. Non, mais... Allez, garantissez jusqu'à 1 million. Non. 10 millions. Non. 100 millions. Non. Illimité. Mais on va dire que vous êtes le président des riches. On le dit déjà. Si je m'étais mis à 100 millions, la spéculation serait mise à 100 millions et 1 euro. Si je m'étais mis à 1 milliard, la spéculation serait mise à 1 milliard et 1 euro. Je me suis mis dos au mur. Et j'ai dit au marché financier, maintenant, on va jouer. Mais c'est au dernier 100. Je garantis tout à 100%. Et la spéculation s'est inclinée. Et je peux, près de 20 ans après, être devant vous. Il n'y a pas un seul d'entre vous qui a perdu 1 centime de ses économies durant la crise. Que vous soyez de gauche, de droite, du centre, que vous m'aimiez ou pas un seul. Parce que j'ai pris cette décision. Et celle-là, elle était très difficile à prendre. Parce que j'étais le seul à penser ça. Le gouverneur de la Banque de France, le gouverneur de la Banque centrale Trichet m'ont supplié de ne pas le faire. Ça ne vous a pas coûté 1 centime. Parce que personne n'est venu jouer. Et ça a bloqué complètement les choses. Il n'y a pas eu une queue devant les banques françaises. Il n'y a pas une banque française qui a fait faillite. Il n'y a pas un Français qui a retiré son argent. Ça, ce n'est pas des décisions faciles. Et naturellement, comme ça s'est bien passé, personne ne vous en parle. À l'inverse, si je m'étais trompé, je ne peux plus sortir dans la rue. Parce que la bonne décision, elle n'a pas d'histoire. Ça, c'était un moment complexe, très complexe. On vous a souvent fait le reproche d'être un président hyper dynamique. Comment vous gériez votre emploi du temps? Est-ce que vous le gériez ou finalement vous aviez des conseillers qui le géraient pour vous? Moi, vous savez, je n'aime pas qu'on me materne. Je fais 1 heure de jogging par jour depuis l'affaire HB, depuis 1993. Et y compris président, je continue à faire 1 heure de sport par jour. Donc, la première année de mon mandat, j'ai fait 3 fois le tour de la Terre. Alors, je sais que maintenant, avec les écolos, là, ah, vraiment, ça, c'est dur. Pour moi, c'est vraiment dur. On va faire 2 voyages en avion dans sa vie. Alors que la pulsion de découverte, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Donc non, je faisais j'aimais ce que je faisais. Et franchement, ça ne m'a jamais posé de problème d'organisation. Vous êtes débordé si vous acceptez d'être débordé. Et non, de ce côté-là, je ne suis pas sorti exténué de 4 ans au ministère de l'Intérieur, 1 an au ministère des Finances, 5 ans à l'Élysée.
vous savez. Il y a des gens qui naissent fatigués. J'en connais. Bon. C'est pas fatigant de vivre votre passion. Qu'est-ce qui est fatigant dans la vie? S'ennuyer. Quand on s'ennuie, on a le temps d'être fatigué. Quand on est passionné. C'est une notion qui n'existe pas. De surcroît, quand vous êtes président de la République, c'est merveilleux, car les gens n'osent plus vous inviter à dîner. Donc comme ça, vous économisez un temps infini. Au lieu d'aller faire des mondanités qui n'ont aucun intérêt, vous restez tranquillement chez vous. Le soir, vous regardez un film avec Carla, on discute. Oh non, j'étais très tranquille. Merci pour votre honnêteté et vos conseils. Vous avez, comme vous l'avez dit, effectivement beaucoup voyagé, rencontré aussi des grands de ce monde. Il y a des personnalités qui vous ont plus marqué. Pourquoi? Le roi Mohamed VI du Maroc est un homme extraordinaire. Le Maroc n'a pas de pétrole et les islamistes aux dernières élections ont été ramenés à 4%. Le roi Mohamed VI est un homme exceptionnel. Lula, il est de gauche, mais je l'ai beaucoup aimé. Vous savez, Lula, c'est pas n'importe qui, hein. T'es ouvrier, élevé par une mère célibataire avec 7 enfants, 2 doigts coupés dans l'usine où il travaillait sur une machine, et il est devenu président d'une des plus grandes démocraties au monde. Oui, je l'ai beaucoup aimé. Beaucoup. Vladimir Poutine, qui n'est pas sur cette photo pour le coup, mais qui fait quand même un peu l'actualité depuis 2 ans et demi. Vous l'avez côtoyé, qu'est-ce que vous avez pu avoir comme type d'échange? Vous savez, moi j'ai eu peut-être 80 discussions avec Vladimir Poutine. Et je ne comprends pas comment la patrie de Balzac peut être en guerre avec la patrie de Tolstoï. J'ai eu des discussions très dures avec Vladimir Poutine. Mais j'ai pu régler avec lui en 10 jours la question géorgienne. Et jamais j'aurais laissé l'affaire ukrainienne, russo-ukrainienne dériver comme cela, qui est une guerre familiale. Kiev était la capitale de la Russie avant Moscou. Il y a une 40aine de millions d'habitants en Ukraine, dont 13 millions sont russophones. C'est complexe. Il ne faut pas accepter ce qu'a fait Poutine. Mais laisser courir le risque de guerre sans que personne ne prenne le risque de la paix, je pense que c'est une erreur. Et je pense qu'on peut discuter avec Poutine. Vous savez, quand il a eu la mauvaise idée de rentrer en Géorgie, c'était en août 2008, je suis parti à Moscou, d'ailleurs contre l'avis de tous les diplomates. Et les diplomates. Voilà un métier que je n'aurais pas pu faire. Un truc où on fait semblant que les choses avancent alors qu'elles reculent. J'arrive à Moscou, il y a des centaines de journalistes, et Dimitri Medvedev, qui était le président, me dit « Vladimir Poutine veut être là, est-ce que tu l'acceptes ?» Ah oui, je savais bien que c'était le patron. Donc on se met dans une salle, Poutine, Medvedev et moi. Et Poutine sortait de chez le dentiste. Et il me dit « Je suis de très mauvaise humeur, j'ai mal aux dents. » Bon, pas de chance. Et pendant le premier quart d'heure, il éructe contre Saakashvili, qui était le président de la Géorgie. On avait enlevé nos vestes parce qu'il faisait chaud. Et au bout d'un quart d'heure, à l'entendre parler, j'en ai eu marre, je me suis levé, j'ai pris ma veste. Il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» J'ai dit « Je m'en vais. » Parce que je ne suis pas venu en plein mois d'août pour t'entendre dire ça. Et je vais dire à la presse du monde entier que je m'en vais.
Non, mais reste. Je reste si tu te calmes. On reprend la discussion, ça a duré 7 heures. Ma femme m'appelle, et je vois sur mon portable Carla. Je décroche sans lui parler, puisque j'avais Poutine et Medvedev en face. Et j'attends la suspension de séance. Au bout de 3 heures, on a pris un quart d'heure pour prendre un café. Bon, bref, j'appelle Carla, j'entends sa voix blanche. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je parle avec Poutine et Medvedev. Mais j'ai entendu au téléphone, tu lui hurles dessus. Je dis non, c'est franc. On se parle franchement. À 11h du soir, j'ai eu un accord et je suis parti tout de suite à Tbilissi. Dans la nuit, on est arrivé vers 2h du matin. Les chars russes étaient à 25 km. Donc on peut avoir un accord avec eux. Mais vous, quand vous avez des ennuis avec votre femme ou votre mari, vous ne les traitez pas au téléphone. Au téléphone, on bavarde. On ne règle pas les problèmes. Pour régler les problèmes, il faut discuter, face to face. Et je regrette que personne ne prenne le risque de la paix. Et c'est d'ailleurs pareil entre Israël et les Palestiniens. À un moment, il faut que ça s'arrête. La guerre n'est jamais une solution. Jamais. Et nous, les Français, qui avons appris à vivre avec les Allemands, nous sommes l'exemple à suivre. Car de Louis XIV à 1945, les Allemands nous ont fait la guerre tous les 30 ans. On dit qu'il y a eu 2 guerres mondiales, c'est faux, il y en a eu 3. 1871, c'est une guerre mondiale. Et les Français n'aiment pas les Allemands. Moi, j'ai vécu avec mon grand-père, je sais très bien ce qu'il disait. Et je ne suis pas sûr que les Allemands respectent beaucoup les Français. Et c'est pour ça que je n'ai jamais dit de mal d'Angela Merkel. Parce qu'on peut avoir des disputes avec les Italiens, ça n'a aucune importance. On est les mêmes. Avec les Allemands, non. Mais les génies qui ont fait la réconciliation franco-allemande doivent servir d'exemple pour la réconciliation entre les Palestiniens et les Israéliens ou entre les Ukrainiens et les Russes. La guerre n'est jamais une solution. Jamais. À un moment donné, il faut bien parler. C'est ce que je pense. Est-ce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui rentrent le soir chez eux? Chérie, j'ai une surprise pour toi. Je t'emmène en week-end. Francfort. C'est pas gagné. Effectivement, c'est pas gagné. Et le bureau ovale, Barack Obama, le président américain. Le bureau ovale, il est beaucoup plus petit que vous l'imaginez. Eh bien justement, cette photo, il me montre la photo avec le jean. Moi, pour dire la vérité, j'ai préféré sa femme à lui. Elle est plus vivante. Elle se regarde moins. J'ai beaucoup aimé Michelle Obama. Il y a une anecdote. Je reçois Barack Obama, que j'avais connu avant qu'il devienne président. Je le reçois à Strasbourg pour un sommet de l'OTAN. Et il me dit, mais je voudrais te dire un mot en tête à tête. Bien sûr. Il s'assied et il me dit, tu sais, Nicolas, tu es vraiment un type intelligent. Envoie-moi l'addition tout de suite. J'aime pas trop quand on me dit ça. Oui, alors la suite? Écoute, je ne comprends pas qu'un type comme toi, me dit Obama, soit opposé à l'entrée de la Turquie en Europe. Je dis, écoute-moi bien, Barack. Jamais. Tu m'entends? Jamais. Et si je n'avais pas dit non, dans un unanimisme touchant,
Jacques Chirac et François Hollande s'étaient mis d'accord pour faire entrer la Turquie. Vous imaginez Erdogan à la table du Conseil européen aujourd'hui? Et alors je vais dire à Obama, je vais t'expliquer le truc. Vous les Américains, vous avez le Pacifique. 12 000 km, ça ne se traverse pas la rame. De l'autre côté, vous avez l'Atlantique. 8 000 km, ça ne se traverse pas la rame. Au nord, il y a l'Alaska, le pôle, ça ne se traverse pas à pied. Et au sud, toi, Obama, tu as mis des barbelés avec les Mexicains. Donc tu ne vas pas me donner de leçons. Et je vais te dire un truc. J'accepterai que la Turquie rentre dans l'Europe le jour où les Américains accepteront que le Mexique rentre aux États-Unis d'Amérique. OK? Et d'ici là, on n'en reparle plus. On n'en a jamais reparlé. Voilà la vérité. Parce qu'on peut rentrer en Europe à pied par la frontière turco-grecque et par le détroit de Gibraltar, c'est 14 km. Et au plus large de la Méditerranée, c'est 1000 km. Donc je n'accepte pas qu'on donne des leçons aux Européens là-dessus. Et si c'était à refaire, je le referais. Et je vous dis la même chose. Je suis opposé à l'entrée de l'Ukraine dans l'Europe. Je vous le dis, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de politique agricole commune. Je suis tout à fait favorable à ce qu'on garantisse la sécurité de l'Ukraine, mais pas en les faisant rentrer à l'Europe et pas en les faisant rentrer dans l'OTAN. Et souvenez-vous, en 1962, quand Khrouchtchev a mis des missiles à Cuba, le président Kennedy à l'époque a dit quoi? Je ne laisserai pas des missiles ennemis à 164 km du territoire américain. Et quand Bush, en 2008, m'a demandé, comme Angela Merkel, de laisser entrer l'Ukraine dans l'OTAN, j'ai dit non. Parce que ce n'était pas la peine de provoquer les Russes. Et je n'ai pas changé d'avis. Je vous ai parlé d'Angela. J'ai longtemps hésité entre Carla et Angela. Et dans un accès de lucidité, Monsieur le Président, le temps passe vite, passe trop vite quelque part. On va arriver un petit peu au bout des questions, malheureusement. là j'adore cette photo. Oui, dites-nous. Parce que là, avec Carla, on a été invités à dormir à Windsor. Peu de gens ont été invités à dormir à Windsor. Et la reine nous attendait à l'entrée de Windsor. Et moi, je suis monté dans une calèche tirée par 8 chevaux blancs. Et Carla, avec la reine, dans une calèche tirée par 8 chevaux noirs. Et les Anglais sont impayables. Vous faites ça en France, vous êtes guillotiné avant même d'être descendu du carrosse. En Angleterre, ça passe. Et ben, mon carrosse était avant celui de Carla, et quand elle est descendue du carrosse, je l'aurais immédiatement réépousée. C'était Audrey Hepburn pour moi dans Breakfast at Tiffany. C'était une image fantastique de la France. Et le lendemain, la presse anglaise, qui n'est pas tendre, titrait « France 1, Angleterre 0 ». Bravo. Mais je le devais plus à Carla qu'à moi. Alors on est passé effectivement vite et je voudrais, je conserve toujours une ou deux questions de fin un petit peu, si vous me permettez, Président, mais relatif un petit peu aux derniers événements, et ce principe étant une image, un mot. La première, je sais que Céleste fait tout pour y arriver. Voilà, vous connaissez effectivement, on a eu les JO cet été à Paris. Vous êtes un sportif, une image, un mot. Oh, franchement, Tony Estanguet est devenu un grand Français. Bon, 3 médailles olympiques sur 4 Olympiades, pas sur 3, sur 4.
c'était déjà extraordinaire. Mais le travail qu'a fait Tony, il est même au-dessus du travail qu'a fait Sébastien Coe pour les Jeux Olympiques à Londres. Je l'admire, je l'aime, je l'ai vu il y a très peu de temps, et c'est une réussite extraordinaire. Et de ce point de vue, on ne peut que être heureux de ce moment merveilleux des Jeux Olympiques, qui sont l'exact contraire de la pensée woke. Ben, les Jeux Olympiques, c'est la compétition, la différence, le travail, le mérite, et tout le monde ne gagne pas. Bon, alors après, vous ne m'avez pas demandé ce que je pensais de la cérémonie d'ouverture. Et vous avez bien fait. Mais là, vous avez suscité ma curiosité quand même. Et je crois que je ne suis pas tout seul. Toutes les scènes n'étaient peut-être pas... Certes. C'est cela. Certes. Si vous voulez, dans le pays où Samuel Paty a été si lâchement décapité, je ne suis pas sûr que la décapitation de Marie-Antoinette était la plus belle image. Très bien. Dernière image, celle d'Alain Delon qui nous a quittés. Comme une Johnny Hallyday, je sais avec qui vous étiez très proche, mais il faisait partie des grands noms du cinéma français. Non, mais Alain Delon, je l'ai... Vous savez, c'est quelque chose d'extraordinaire avec la politique. Je vous ai dit que nous, on ne connaissait personne. Et j'ai très bien connu Johnny, bien sûr, et Alain Delon. On a beaucoup voyagé ensemble. Je l'avais notamment emmené pour inaugurer le pavillon français à Shanghai. Et Alain Delon était assez bouleversant. Parce que le bon Dieu lui a donné tellement ce physique, ce charisme, cette présence. Mais il a oublié de lui donner le goût du bonheur. Comment peut-on rêver d'avoir plus qu'Alain Delon ? Qu'est-ce qu'il y a de plus injuste que le physique d'Alain Delon ? C'est pas qu'il était beau, c'était la définition de la beauté. Et en même temps, si malheureux. J'en ai souvent parlé avec lui. Tellement on demande d'amour, d'attention. Bon, c'était difficile de parler à Alain Delon d'autre chose qu'Alain Delon. Mais je l'ai beaucoup aimé parce que moi, le film préféré d'Alain Delon, c'est Rocco et ses frères. Parce qu'il fait le frère le plus fragile, le plus tendre, le plus faible. Et Alain Delon n'était pas simplement beau, c'est un grand acteur. Et dans Rocco et ses frères, il est exceptionnel. Exceptionnel. Dernière question, Monsieur le Président, vous ne le savez peut-être pas, mais je suis magicien, j'ai une baguette magique et tous les mois nous organisons des déjeuners et vous avez la possibilité d'avoir une table de 3, 4 invités. Quel serait-il ? Non mais moi, c'est tout de suite, je vous réponds tout de suite, j'en veux qu'un seul. Très bien. Vœu exaucé ? Jésus. C'est parfait. C'est parfait. Parce que si vous voulez, moi je ne suis pas pratiquant, je suis catholique, de culture, de racines, d'histoire. Mais Jésus, si je voulais rencontrer une seule personne, c'est lui. Parce que si c'est vrai, ça résout bien des problèmes. Et si c'est pas vrai,
ça fait quand même 21 siècles qu'il y a 4 milliards de gens sur la planète qui y croient. La vie de Jésus a duré 3 ans, la vie publique, entre sa rencontre avec Jean le Baptiste et sa crucifixion. Il n'a jamais rien écrit. Et qui a plus marqué l'humanité depuis l'origine que lui? Qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Qui a souffert autant que lui? Ce qui lui a été imposé est invraisemblable. Et donc, oui, non, je fais le dîner seul avec lui. Après, je vous raconte. Mais c'est noté. Je m'étonne que tant de gens qui font leur table idéale disent pas ça. C'est tellement évident que c'est la personne sans doute la plus importante dans l'histoire de l'humanité. Parce que personne n'a fait ce qu'il a fait. Et il y aurait bien d'autres choses à dire, mais l'histoire du suaire de Turin, c'est extraordinaire aussi. Non, non. Gardez les autres invités, moi je garde Jésus. Merci. Très bien, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, si vous me permettez, est-ce que je peux vous garder 10 petites secondes? Je vais demander à Pierre de me rejoindre sur scène. Non, c'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir d'échanger. Et c'est très curieux, je m'en lasse pas du tout. Bon, en tout cas, c'était, je ne sais pas vous, mais moi j'ai passé un moment fantastique, assez inattendu. Je vous avoue qu'il y a 5 ans, quand on s'est lancé dans cette aventure, si on m'avait dit un jour que je serais à vos côtés au sein de l'Arkea Arena, notre belle salle de concert sur Bordeaux, devant 650 personnes, j'aurais cru à un joke, mais vous avez raison, il ne faut jamais laisser se faire briser les rêves et toujours y croire. Rien n'est impossible et quelle fierté. Merci Pierre de m'accompagner depuis le début également.